tout à fait officieux, qui est champion du monde de rugby. Et si la France bat une deuxième fois la Nouvelle-Zélande au Parc des Princes, là vous ne faites pas la fine bouche. Alors, mais non, je ne fais pas la fine bouche, je ne suis pas du genre, non, je ne fais pas la fine bouche, je suis très content qu'ils aient gagné, ils ont bien gagné. Mais s'ils gagnent une deuxième fois et qu'ils ont mieux, s'ils gagnent mieux, alors là, vraiment, ils seront considérés par tous, et même par les All Blacks qui ont battu les Lions et les Springboks, comme et les Français ont remporté le Grand Chelem, donc comme les champions du monde incontestés de notre époque, ce qui n'est pas rien, vous avouerez quand même. Alors une question, on vient d'apprendre par une dépêche, un coup de téléphone aussi, que Rive avait très bien joué aujourd'hui, qu'il ne se ressentait plus de ses blessures. Oui, mais l'équipe est formée. Non, non, c'est l'équipe est formée, c'est la même équipe qui a opéré à Toulouse, que nous verrons au Parc des Princes. Alors vous avez beaucoup de choses à nous dire avec... Oui, mais on va devoir voir les points du match. Oui. On les a déjà vus, mais on va les revoir, c'est toujours intéressant de revoir les points de Toulouse. Et attendons la suite. Et justement, la suite, nous y voilà. Simplement pour revoir un peu ce qui s'est passé. Il y a eu 2 essais en tout, un pour les All Blacks, un pour les Français. Et Pierre Albadejo, nous avons une idée. Nous avons pris quelques phases de jeu qui, je pense, sont importantes. Et vous, le technicien incontesté, vous allez disséquer ces séquences que nous avons sélectionnées et vous allez essayer d'apporter quelque chose de plus pour le match de samedi. C'est un ordre. C'est pas un ordre. C'est pas un ordre. C'est une prière qui nous ravit, C'est une prière fervente. Le président Vandergut va envoyer... Ouais. Eh bien, je crois que rien ne parle plus que des images, finalement, et la pression physique française est ici toute relatée par ce cliché, si vous voulez, où tout au long du match, on a senti l'impact physique de l'équipe de France. C'est son point fort, on le sait, elle le pratique comme ça. Pourquoi lui en vouloir, puisque ça se concrétise par des victoires. Il faut dire que tout au long de ce match, il n'y a pas eu que du physique, il y a eu aussi du jeu à la main, donc nous avons été contrés à un certain niveau. Et quand on dit qu'on a pris le dessus sur l'All Black au niveau des avants, eh bien personnellement, je suis assez sceptique, parce que j'ai trouvé une omniprésence de la 3e ligne des All Blacks qui nous a terriblement gênés dans l'utilisation des ballons. Et tout au long de ce match, les prises de balles en touche ne furent pas aussi parfaites que celle-ci d'ailleurs sur ce Moll après une prise de balle à 2 mains, toujours efficace une prise de balle à 2 mains. Et la sortie ici sera favorable alors que Palmier se bat au sol. Vous voyez l'acharnement avec lequel s'est déroulé ce match, on ne s'est pas fait de cadeau. Et l'arbitre est intervenu très souvent, il a même haché le jeu, mais là aussi, faut-il savoir que il y a un problème très épineux dans le rugby actuellement, c'est de savoir à quel moment il y a de l'anti-jeu au niveau des mêlées ouvertes. Et Dieu sait s'il y a des mêlées ouvertes dans le rugby moderne, comme l'on dit, car c'est devenu tactique de pourrir les ballons. C'est dommage, je crois que le rugby, la qualité en pâtit, et il faudra très vite qu'on se penche sur le règlement qui fait qu'on en prend un peu trop à sa fantaisie et que les techniciens, les entraîneurs dans les vestiaires, quand ils sont battus en mêlée fermée ou en mêlée ouverte, on dit toujours il faut leur pourrir la balle. Je pense que ce n'est pas de très bonne guerre, ce n'est pas d'un très bon esprit non plus. Il y a eu des satisfactions au cours de ce match, ne serait-ce que l'ailier Noves de l'essai de Williams. Ici une mêlée classique où la poussée est française et nous allons prendre le ballon sur introduction adverse, c'est toujours très bon. Et ici Foroux a donc donné. Regardez la percussion de Taylor sur Mustapha, l'ailier carcassonné. Ici, Foroux a montré aux 3/4 qu'il allait lancer une attaque. C'est ce qu'il fait sur Romeu. Et il va faire une passe redoublée, vous voyez, mais il y a encore de la présence des Noirs. Et voyez ce qui arrive quand on assure passe et passe. Nous avons été pris à la gorge en défense tout au cours de ce match, malgré les 2 ou 3 grandes attaques qu'ont pu donner les 3/4 français tout de même. Mais le score reflète bien la physionomie de ce match, heurté, saccadé, avec beaucoup d'interventions de l'arbitre qui veille au grain, c'est des dommages physiques, on le savait, intense. Voici une très bonne attaque avec une passe sautée, vous voyez. Aguirre à l'extrême gauche va donner à Noves qui lui va déborder. Excellente pointe de vitesse de Noves, il va se défaire comme il faut de la balle au pied, mais le rebond sera favorable à All Black. Il y a 6 All Blacks pour un Français. Il y a 6 All Blacks pour un Français, oui. Ce qui prouve qu'ils étaient sur les points de chute, beaucoup plus nombreux que nous. Vous allez voir une passe, une catastrophe ici de Foroux. Vous voyez l'intervention du 7, on pourrait croire qu'il est hors jeu, alors c'est pas vrai, c'est justement la différence qu'il faut faire entre les balles distillées à 2 mains et celles qui sont tapées. Dès qu'elles sont tapées, elles sont jouées, donc on peut monter en défense où l'on veut. Par contre, quand elles sont jouées à 2 mains, alors le jeu se stabilise et il faut rester derrière le ballon. L'acharnement des regroupements, des molles comme celui-ci, on se passe, on se repasse le ballon, transformé en mêlée ouverte puisque la balle est au sol.
et une attaque qui va être contrée par la défense française virulente, où on retrouve souvent Stella, Bertrand, et ici un coup de pied de footballeur, et pourquoi pas, eh bien, Romain a sauvé son camp comme il a pu. Il connaît bien le rugby, hein. Oui, oui. Hein, Oui, vous deux, c'est je bien. crois un petit peu. Il faut ajouter, Pierre, que les All Blacks seront privés au parc, pour le test du parc, de 2 joueurs précieux. Wilson, le jeune arrière, qui a une déchirure profonde à la cuisse droite, et je croyais qu'on allait le voir d'ailleurs en diapositive. Voilà, ça c'est Wilson. Et Williams, voilà, c'est celui-là. L'ailier, blessé sérieusement à Toulouse, que vous avez vu marquer l'essai tout à l'heure. Il souffre d'un fémur déboîté au niveau de la hanche. C'est grave, 6 semaines d'immobilisation. Alors examinons les chances respectives des 2 équipes, maintenant, Pierre. Les All Blacks sont blessés, tout le monde le sait, une équipe blessée comme un fauve blessé est toujours très dangereuse. Ils vont certainement remanier leur équipe, et à cet effet, ils ont rappelé Egardi, vous le connaissez, Egardi, c'est un néo-zélandais qui joue à Biarritz. Oui, c'est ça, oui. Il y a 2 ans que ce garçon est venu faire du surf à Biarritz, et incidemment, comme ça, dans une boîte de nuit, il a raconté qu'il jouait au rugby, il n'en fallait pas plus pour qu'on le laissait, on s'est rendu compte qu'il était un fabuleux joueur de rugby, car en réalité, il n'a pas été All Black, mais il a été sélectionné dans sa province, c'est un très bon joueur de rugby. Mais il pourrait bien l'être samedi au parc. Il pourrait être titularisé d'ailleurs samedi au parc, ce serait une surprise que les All Blacks viennent titulariser un des leurs qui est venu passer ses vacances en France, vacances assez longues, il y a 2 ans qu'il est là quand même. Il y a Pégou à la côte basque. Et je pense qu'ils auront intérêt également à revoir, à remanier leur jeu, non seulement leur équipe, mais leur jeu. Qu'ils reviennent très vite à ce jeu magnifique que vous avez connu, que j'ai connu en 61 en Nouvelle-Zélande, ce jeu d'enchaînement, ce jeu de circulation de balles, de puissance, qui reviendront à ça, à leur vérité, mais s'ils n'y reviennent pas, alors là, la France, Pierre, l'équipe de France pourrait bien... Elle pourrait bien tirer son épingle du jeu, elle pourrait connaître le sacre, si tant soit qu'il y ait un sacre avec le titre de champion du monde. Il est vrai que l'équipe de France, quand même, était invaincue depuis l'an dernier, elle a remporté le Grand Chelem. Pendant ce temps, les All Blacks, eux, battaient les Lions 3 fois sur 4, ce qui prouve bien que c'est une bonne équipe, les All Blacks. Et il se fait que ces 2 pays vont s'affronter, donc samedi, et je crois que l'hégémonie française pourrait bien se concrétiser. Moi, je vais vous dire ce que je crois, c'est que la France, samedi, au Parc des Princes, je vous le dis franchement, sera champion du monde. Mais je n'en doutais pas de votre part, Roger. À vous, Robert. Quelle semaine nous attend sur Antenne 2, en direct mercredi soir, France-Bulgarie pour la Coupe du Monde de football, et France All Black au Parc des Princes pour le titre de champion du monde. On ne pouvait pas espérer mieux. Bien. Jean-Paul Olivier, vous vous êtes intéressé à l'escrime et vous avez rendu visite à un club au sommet en Europe, sommet des Coupes d'Europe, à Saint-Gratien. C'est exact, oui. C'est un club qui est au sommet puisqu'il dispute effectivement la Coupe d'Europe, il est champion de France, mais il faut dire que ce club qui est au sommet maintenant a besoin de s'agrandir sur le plan matériel, sur le plan des locaux. Et ce club a beaucoup de difficultés, si bien qu'on a l'impression qu'après avoir touché la gloire, eh bien, ce club va régresser. En tout cas, vous savez qu'au dernier championnat du monde à Buenos Aires, eh bien, la France n'a guère été brillante. En effet, elle n'a pas obtenu de médaille et pourtant, eh bien, elle était habituée à en avoir. Et puis, il faut dire que la Fédération française d'escrime a adopté une nouvelle politique, une politique de l'élite, et puis on a demandé au club d'en faire autant. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Gratien, comme les autres clubs, a suivi. Mais tout de même, c'est quelque chose de particulier, Saint-Gratien, c'est la raison pour laquelle nous vous présentons ce club aujourd'hui. Marchez, allongez vos 2 bras, soulevez la pointe du pied, fendez-vous. En garde. Stop, vous relevez un petit peu. Alors qu'est-ce que c'est qui n'allait pas? Chut, une. Si, elle est assez péchie. Ce sont des élèves des écoles primaires de la ville de Saint-Gratien. C'est une classe de CM1 et ces élèves viennent toutes les semaines à la salle d'armes pour l'initiation à l'escrime. Ça fait partie du directeur pédagogique. Il y a exactement 15 classes qui viennent toutes les semaines à la salle d'armes. Bien que les enfants qui vont en classe à Saint-Gratien savent que lorsqu'ils vont arriver en classe de CM1, ils pratiqueront l'escrime. Attention à vos mains arrière, comme il faut. Rompez. Il y en a qui se trompent. Au bout de 2 mois, ils vont commencer à prendre le fleuret. Peut-on donc espérer qu'un jour, tous ces jeunes remplaceront les volinettes, les boisses, et qu'ils entreront dans l'équipe de Saint-Gratien, équipe européenne désormais? J'espère bien. J'espère bien, parce qu'en fait, c'est l'incidence sur le tiers-temps pédagogique répercuté sur le cercle d'escrime. C'est important. En garde. Alors, au numéro 1, vous mettez votre pied avant derrière la ligne. 2, vous montez un peu la distance. 1, engage sixte. 2, dégage ce fond. Et la salle d'armes de Saint-Gratien, je crois qu'elle existe depuis 18 ans à peu près.
18 ans. Quand je suis arrivé ici, comme on m'avait nommé pour enseigner l'escrime, on a commencé dans un préau d'école avec 7-8 élèves. Puis après, on a groupé des escrimeurs autour de nous, on a été 30, et après on a eu droit à un gymnase qu'on avait 2 fois par semaine, et on partageait l'escrime entre le basketball et le handball. Et puis un jour, compte tenu des succès grandissants de la salle, si vous voulez, c'est pas qu'on a poussé, mais du fait des résultats, ils sont décidés à nous faire une salle d'armes. J'ai un gros problème, c'est que compte tenu du nombre d'escrimeurs que nous avons et que nous aurons de plus en plus, ma salle d'armes est vraiment trop petite. Disons qu'en ce moment, on est monté, mais maintenant on se trouve sur un palier, et ce palier, si on ne nous agrandit pas notre salle, on va commencer à descendre parce que, par manque de place. Quel bel exemple pourtant que ce club de Saint-Gratien arrivait au sommet. L'une des grandes gloires du club est Philippe Boisse, un garçon qui ne ménage pas sa peine, notamment en vue de la Coupe d'Europe. Pour nous, c'est ce qu'on cherchait depuis 2 ans, 3 ans, et ce qu'on va essayer de rechercher à refaire. Et avec nous, notre but, c'était les champions de France par équipe. La moyenne d'âge de l'équipe? La moyenne d'âge de l'équipe, elle doit être aux environs de 20 ans, parce que le plus vieux, c'est Stéphane Volinetz avec 25 ans, le plus jeune, c'est Eric Zinmout avec 18 ans. Il y en a 2 de 22 ans et 1 de 20 ans. Robert Bégard, il était mécanicien et là, il fait la promotion sociale pour faire maître d'armes. Stéphane Volinetz, il a fait des études de sciences et puis maintenant, finalement, il s'est tourné vers la maîtrise d'armes après avoir fait 4 années de sciences. Philippe Bougnat est en école de kinésie. Eric Zinmout est en première année de médecine et moi en 5e année de médecine. La première et la 2e année, vous avez des cours tous les matins, tous les après-midi. Donc pour vous entraîner, c'est le soir. Vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas faire de préparation physique puisque vous êtes tous les soirs à la salle. Ou alors vous apprenez vos cours. C'est assez difficile en première, 2e année actuellement. Après c'est plus facile parce qu'on a l'hôpital le matin, on a des cours que 2 heures l'après-midi, donc en fait on a de partir de 4 heures de l'après-midi on est libre. Donc si on s'organise bien, on peut travailler de 4 heures à 8 heures, être à la salle de 8 heures à 10 heures et prendre le samedi par exemple à faire de la condition physique ou courir tous les matins avant d'aller à l'hôpital. On a le temps puisqu'on commence l'hôpital vers 9h, 9h30. Donc si on se lève comme tout un chacun vers ces 6h30, 7h, on peut mettre un survêtement et puis courir un petit peu. Il n'y a pas trop de problème. Le seul problème c'est où courir. Pour la Coupe d'Europe, on va essayer de faire le mieux possible, mais si on arrive en quart demi-finale, on sera assez content parce que on va rencontrer des équipes nationales, c'est-à-dire que ce soit les Hongrois, les Roumains, les Russes, les Allemands, les Suédois, leur équipe de club, c'est l'équipe nationale. Donc si on arrive en demi-finale, on sera vraiment très content. Si on arrive en quart de finale, c'est normal, on tombera sur une de ces équipes-là, et si on est éliminé en 8e de finale, on sera déçu. La Coupe d'Europe des clubs champions se déroulera en avril 78 en Allemagne. D'ici là, malgré toutes ces difficultés, Saint-Gratien appliquera le programme que le club s'est fixé. Le réservoir humain ne manque pas de valeur, la volonté, le moral non plus. Seul un problème matériel peut contraindre le club à régresser. Ce serait tout de même dommage. Et profitons de cette incursion dans le monde de l'escrime pour saluer la naissance d'un nouveau confrère. Longue vie, escrime, tout naturellement. Jean-Paul Olivier, cela dit, rien ne vous arrête dans vos aventures aquatiques. Voilà que cette semaine, en canoë-kayak, vous vous êtes risqué dans la descente du Torion. Oui, et la compétition que nous allons évoquer est la première du genre, parce que vous savez que la première sous cette forme, disons. C'est le trophée national de Haute-Rivière. Le classement s'établit sur 3 épreuves, et je vous donne tout de suite le classement avant de découvrir les images. En kayak monoplace, victoire d'Andrieux, en canoë monoplace, victoire de Sommelier. Nous sommes en Limousin, près de Bourganeuf, à Royer-en-Vassivière. Et le parcours ici s'annonce très technique. Après chaque boucle, chaque virage, il faut relancer l'embarcation tout en restant vigilant, car la rigole du diable, c'est son nom, est truffée de pièges. Ici, l'on retrouve les meilleurs spécialistes, une élite qui apporte à la France bien des satisfactions. Si le canoë-kayak se porte bien, il y a à cela un certain nombre de raisons. Des raisons un peu fondamentales. Le fait que notre pays soit d'abord particulièrement favorisé sur le plan hydraulique. C'est, disons, une richesse naturelle, mais richesse que nous devons protéger. Pourquoi? Parce que toutes ces rivières naturelles sont en fait convoitées. Elles sont convoitées, et c'est normal, pour des tas de raisons, parce qu'elles sont source éventuelle d'énergie, parce qu'elles sont parfois du domaine privé,
il est bien évident que face à ce phénomène, nous devons faire en sorte que cet acquis soit préservé. Et vous avez pu voir aujourd'hui le nombre de jeunes qui sont attirés par cette discipline qui est en fait un sport de pleine nature, chose que l'on recherche aujourd'hui. C'est un élan tout à fait normal, c'est le fait que les gens souhaitent se sortir des villes, viennent dans ces sites absolument uniques, pratiquer un sport de plein air, se détendre, profiter de la nature, et en fait quelque chose que tout le monde recherche aujourd'hui. En eau vive, la France est la première nation au monde, c'est-à-dire en slalom et en ligne. En descente, en patrouille, en canoë monoplace, la France est aussi championne du monde avec Verger, Bonnet et Zoc. La compétition présente tous les dangers inhérents au sport. Mais cela n'empêche pas, comme vous l'avez vu, les situations cocasses. À chaque niveau, il n'est pas exclu que le concurrent boive la tasse, mais au bout, l'addition n'est jamais salée. Pour cette épreuve, comptant pour le trophée national de Haute-Rivière, 80 participants se sont alignés sur le Torion. Les anciens, tels Le Fauconnier, ancien champion du monde, étant venus épauler des jeunes au palmarès déjà flatteur. « 12 000 licenciés pratiquent en France le canoë-kayak, au sein de 400 clubs. Mais on estime au total à 500 000 le nombre de pratiquants. Gilles Cosanet, le retour de Jean-Paul Coche, qui était un grand judoka après 1 an et demi d'absence des compétitions, était donc l'un des intérêts de cette demi-finale de Coupe d'Europe opposant le Racing au club de l'Allemagne de l'Est, au Père Gatten. Mais à 82 kilos chez les poids lourds, contre un homme de 130 kilos, que vouliez-vous qu'il fît? Exactement. Vous savez, c'est pas tout à fait le grand retour de Jean-Paul Coche, c'est plutôt un hommage que nous allons lui rendre en montant ces images. Oui, mais lui rentrait. Lui rentrait, mais il n'a tiré à Versailles que pour rendre service à son club, le Racing Club de France, et qui est, comme vous l'avez dit, engagé dans la Coupe d'Europe. C'est bien la fidélité.